Alors, bonjour mesdames. D'abord, Shavua Tov, et bravo d'être là un jour de pluie, un jour compliqué pour tout le monde. Et à 15 jours de Pessah, un peu plus que 15 jours, mais bon. Pour les femmes, dès qu'on arrive à Hanouka, c'est déjà presque Pessah. Alors, donc, non, quand même pas. Presque. J'ai dit presque. J'ai dit presque. Hein, j'ai pas... j'ai dit presque. Mais bon, voilà, les femmes, elles commencent déjà longtemps à préparer avec grande méticulosité la maison. Et déjà longtemps avant, c'est déjà les préparatifs de Pessah. On m'a demandé de dire quelques mots sur les halachot de Pessah. Euh, Bien qu'en réalité, voilà, je parle à des gens aguerris, donc vous, tous les ans, vous préparez la maison pour Pessah. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin de mes halachot, mais c'est simplement un rappel. Ça permet de se rappeler, de faire révision. Ça permet de faire révision de ce qu'on connaît déjà, mais que parfois, d'année en année, peut-être il y a des choses qu'on pourrait oublier. Ça arrive à tout le monde, l'oubli. Et puis, ou bien qu'on vous rajoute. On va essayer de pas trop rajouter, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et ensuite, parfois, il y a des questions peut-être un peu plus pointues, des gens qui ont des questions un peu plus sur des sujets plus complexes ou qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça permet, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de pouvoir les poser. C'est aussi une manière d'entrer en matière. Alors, avant d'expliquer un peu les halachot concernant principalement pour les femmes, ce qui est la partie la plus, disons, la plus importante, c'est de préparer la maison, de préparer la cuisine, de préparer tout pour Pessah. Et on raconte qu'il y avait une fois un rave. Vous savez, les rabbinim, ils font 2 drachot par an, 2 grandes drachot par an. Une à Shabbat Shuvah et une Shabbat Agadol. Shabbat Shuvah, on parle de la Teshuvah. Et Shabbat Agadol, on parle des préparatifs de Pessah, de toute la lachot de Pessah. Et puis ce rave-là, il était un peu bizarre en vérité. Alors, quand c'était Shabbat Shuvah, il faisait la dracha de Shabbat Agadol. Quand c'était Shabbat Agadol, il faisait la dracha de Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, il faisait cachérisation des ustensiles. Et quand arrivait Shabbat Agadol, il parlait de Shuvah. Alors, les fidèles, ils ont trouvé que le Rav était un peu spécial, là. Il n'était pas tout à fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils sont allés voir leur Rebbe, ils sont allés voir le Hadmour. Ils ont dit Hadmour, écoutez, on a un Rav dans notre ville. On a l'impression qu'il ne sait plus entre l'été et l'hiver, là. Il ne sait plus faire la différence. Il se trompe, Shabbat Shuvah, il fait Shabbat Agadol. Il nous parle de cachérisation des ustensiles. Et Shabbat Agadol, il nous parle de la Tchouva. Ça ne va pas, là. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On va le renvoyer, on en prend un autre, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rebbe, il connaissait ce Rav-là, il savait que c'était quelqu'un de sérieux et que, bon, que ce serait dommage qu'il change et qu'il prenne quelqu'un qui n'est peut-être pas aussi bon que lui. Alors il leur a dit comme ça, il a dit non, moi je pense qu'en vérité, il a raison un peu. Il a dit pourquoi? Parce que, en réalité, en Tishri, on doit faire Teshuvah. Hein? Shabbat Teshuvah, on doit faire Teshuvah. Mais la Teshuvah, elle est mire. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est une Teshuvah par la crainte. On a peur du jugement, hein? On a peur de ce qui va se passer. Alors on fait Teshuvah, hein? C'est un peu comme celui qui arrive devant le juge, et puis le juge, il va juger, il dit non, écoutez, je m'excuse, je me repens, j'ai mal fait, etc. Il a peur de se retrouver en prison. Alors il est prêt à tout pour ça. Alors nous aussi, on a peur de ce qui va se passer. On va toute l'année, elle va être en fin de compte gâchée à cause de toutes les fautes qu'on aurait pu faire. Alors on fait Teshuvah. Ça, c'est Teshuvah Meïra. Teshuvah Meïra, c'est pas le plus haut degré de Teshuvah, n'est-ce pas, vous savez. Teshuvah Meïra, c'est marqué Zedonot Naasotlo Kishgagot. Celui qui a fait des fautes volontaires, ça devient comme des fautes involontaires. Et Shgagot, Naasotlo Kishgagot. Celui qui a fait des fautes involontaires, alors est une vraie teshuva et c'est considéré comme un srout.
Le plus grand degré de Teshuvah, c'est Teshuvah Me'ahava. C'est la Teshuvah par amour. Teshuvah par amour, même si quelqu'un il a fait des fautes bémésides, volontaires, elles vont se transformer en zérout. Elles vont se transformer en mérite. Donc c'est le plus grand degré. Et en réalité, Pessah, c'est le degré de Teshuvah Me'ahava. C'est une Teshuvah encore plus grande. Le Hametz représente les fautes, représente le Yetzer Hara, qui nous fait gonfler nos envies, notre orgueil, etc. Tout ce qui amène, notre ego, tout ce qui amène à la faute. On doit se débarrasser de tout Hametz. Le Harizal dit que celui qui se débarrasse complètement de tout Hametz, qui n'a même pas un grain de Hametz chez lui, une miette de Hametz, il bat tout Arlo, c'est sûr qu'il ne va pas fauter toute l'année. Comme ça, il y a une aftacha du Harizal. Pour le Hametz, il faut le garder. Oui, ça veut dire à part la partie qui est vendue. Je ne parle pas de ce qui est vendu. Ce qui lui appartient. Il y a une partie qui va vendre. On va parler de tout ça. Il y a une partie qui va vendre, bien sûr. Mais je parle de ce qui lui appartient. Alors, à Pessah, c'est Teshuvah Me'ahava. Pessah, les bénis d'Israël, par amour pour Hachem, Zachar Tila, Chesed Nouraïr, Ahavad Kelulayatayir, c'est marqué. L'amour que tu avais quand tu t'es fiancé avec moi, c'est Hachem qui parle aux enfants d'Israël qui se sont fiancés avec Akadosh Baruch Hu, qui ont montré leur amour pour Hachem. C'est un amour extraordinaire, c'est une teshuvah extraordinaire, beaucoup plus grande encore que la teshuvah qu'on va faire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors il leur a dit, votre Rav, il a raison. Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est une teshuvah qui est seulement superficielle. Un peu comme Agalat Kelim. On enlève tout ce qui est sur les ustensiles, tout ce qui est superficiel. On enlève tout ce qui peut déranger. Mais il n'y a pas quelque chose de profond. Ce qui est le plus profond, c'est ce qu'on arrive, la teshuvah qu'on arrive à faire à Pessah, quand on fait teshuvah me'ahava. Par amour pour Hachem, la teshuvah elle est encore plus grande que celle qu'on peut faire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc, il a raison de vous pousser pendant Shabbat Hagadol à une teshuvah plus complète encore que celle qui est celle de Shabbat Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Tout ça pour montrer qu'effectivement, on nous demande de faire Agalat Kelim, de cachériser tous nos ustensiles. Mais bien sûr, c'est un rappel aussi pour demander de faire en profondeur, de faire en profondeur une introspection pour faire notre propre teshuva, mais ahava. Par amour pour Hachem, mais là, c'est une teshuva qui n'a pas de limite. C'est pas comme la teshuva mira qui est limitée, comme la Galat Kelim, elle est limitée à l'ustensile que je suis en train de faire. Non. C'est une teshuva qui est sans limite, c'est teshuva me'av. Alors, le chametz, comme vous le savez, asur be'achila, on n'a pas le droit d'en consommer, boire, manger, on n'a pas le droit de le posséder, lo irae velo imatse, tu n'auras pas le voir, tu n'auras pas le trouver, donc d'en posséder. Et asur be'ana, on n'a pas le droit non plus d'en tirer profit. Ça veut dire, si par exemple, il y a des gens, ils ont des petits oiseaux, des choses comme ça, et alors, ils leur donnent à manger des graines. Les graines, normalement, elles sont chametz, ce sont des graines de céréales, donc elles sont forcément chametz, elles ont pu être mouillées, etc. Donc, c'est considéré comme chametz. Tout ce qui est à base de céréales, qui n'a pas été contrôlé, considéré comme chametz. Donc, ils doivent faire attention de leur donner des graines qui ne sont pas des 5 céréales, le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle, qui sont les 5 céréales, qui peuvent devenir chametz, leur donner des graines d'autres, de riz, de maïs, etc., d'autres espèces qui, elles, ne peuvent pas devenir chametz. Ça, c'est pour les sourds ana'a, de tirer profit. Parce que si je donne à mes oiseaux du chametz, donc je tire profit du chametz. Je dois les nourrir et je les nourris avec du chametz. En plus, il m'appartient. Maintenant, l'interdiction de posséder du chametz, ça veut dire s'il m'appartient. S'il ne m'appartient pas, même s'il est chez moi, je ne suis pas ouvert. Donc, si j'ai vendu mon chametz à un goy, à ce moment-là, il ne m'appartient plus. Donc, il n'y a pas d'interdiction de posséder. Si on a la femme de ménage qui est non-juive qui rentre à la maison, elle a du pain dans son sac à main, dans son sac. Nous, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable, ça ne m'appartient pas. Même s'il est chez moi,
Il ne m'appartient pas. Tant qu'il ne m'appartient pas, je n'ai pas d'interdiction. Donc, même si elle va rentrer chez moi à la maison avec son pain dans son cabas, il n'y a aucun interdit pour moi, puisque l'interdiction, c'est de posséder. Bien qu'il est écrit, tu ne le verras pas, c'est-à-dire tu ne le verras pas, hein, ce qui t'appartient. Pour ce qui appartient à l'autre, si je vois du Hametz, même s'il est chez moi à la maison. Quand on passe devant une boulangerie. Voilà, si je passe devant une boulangerie, bon, il n'y a pas d'interdiction. Il y en a qui disent qu'on ne doit pas respirer l'odeur du pain, hein, l'odeur du pain frit, comme ça, l'odeur de la baguette qui est en train ça a une bonne odeur, on ne doit pas le humer. Bah, si on passe à côté et ça rentre dans les narines, bon, ça rentre. Je n'ai pas eu l'intention d'en tirer profit. Mais si je passe à côté d'une boulangerie et je hume la bonne odeur du pain qui est en train de cuire, là, il y en a qui disent que ça s'appelle aussi un na'a, ça s'appelle aussi tirer profit du chametz. Donc, on doit y prêter attention de ne pas en tirer profit. Alors, dans le chametz, avant de passer à la cachérisation, je vais passer un petit peu aux ingrédients. Les questions souvent qu'on pose souvent, c'est des gens qui sont malades, lo aleinu, lo alechem, pas sur vous, chas shalom, mais des gens qui doivent prendre des médicaments. Et vous savez, il y a des listes de médicaments. Hein. Aujourd'hui, on sort, on ne peut pas commencer en Israël. En France, bien sûr, il y a une liste de médicaments. En Israël aussi, vous avez des listes de médicaments. Tel médicament caché le Pessah, tel médicament n'est pas caché le Pessah. Alors, la personne, il est malade et il cherche dans la liste des médicaments, il ne trouve pas son médicament caché le Pessah. Et il n'y a pas de médicament, des fois, on peut trouver un médicament équivalent. Il n'y a pas d'équivalence. C'est pas parce que le médicament il n'est pas écrit dans la liste de kosher le Pessah. Dans la liste de kosher le Pessah, on vous écrit que ce qui ne contient aucun chametz du tout. Alors, il n'y a rien, aucun ingrédient chametz. Ni même parfois, on fait attention, mais ils font même attention au kitniot. Donc, même aucun ingrédient qui peut être kitniot. Maintenant, c'est pas parce que le médicament, il peut contenir peut-être une substance qui est chametz, malgré tout, pour certaines personnes qui sont malades, qui en ont besoin, dans certains cas, on doit quand même leur prescrire. On doit quand même leur donner. Ça demande à poser une chéla à un rave. Tous les cas où une personne a besoin de prendre un médicament et qu'elle n'est pas sur la liste, c'est pas parce qu'elle n'est pas sur la liste qu'il ne faut pas la prendre. Elle n'est pas sur la liste, ça veut dire qu'il y a un problème dedans. Il y a un problème. Ce n'est pas quelque chose de glatte. Il y a un problème. Maintenant, est-ce qu'on peut résoudre ce problème ou est-ce que le problème, on ne peut pas le résoudre? À ce moment-là, le rave trouvera une autre solution en lien avec le médecin, mais on ne doit pas dire, bon, parce que ce n'est pas sur la liste, donc je ne le prends pas. Des fois, des gens ils disent, non, ce n'est pas sur la liste, je ne prends pas, alors que c'est des gens qui ont besoin, qui a vraiment un souci, qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, il faut faire attention. Et pareil, quand on vend le Hametz, alors il y a une partie, donc là aussi, on ne doit pas vendre tous les médicaments, même si le médicament, il n'est pas sur la liste, pas forcément que on doit le vendre. On ne doit vendre que les médicaments qui ont un bon goût. C'est-à-dire qu'on peut les laisser dans le tiroir. On peut les laisser dans le tiroir. Mais ne pas les utiliser. Et ne pas les utiliser, ou si on a besoin d'utiliser et qu'il n'est pas, aller demander un rab. Ça veut dire, il y a des médicaments qui ont un goût. Vous avez des sirops. D'accord? Les sirops, 99% des sirops, ils sont chametz. Parce que dans le sirop, ils mettent du glucose. Et le glucose, il est à base de blé. Le plus souvent, il est à base de blé. Parfois, ça peut être à base de maïs, mais en général, c'est à base de blé. Donc, les sirops, tous les sirops, sirop pour la toux, sirop pour ci, sirop pour ça, que vous avez chez vous, sirop de médicaments, je parle, hein, ils sont chametz. Ceux-là, il faut les vendre. Ceux-là, on n'a pas le droit de les garder. Ceux-là, il faut absolument les vendre. Il faut les mettre dans le vendu. Ils sont chametz, ou en tout cas, je ne peux pas dire à 100% chametz, peut-être c'est du glucose de blé, du glucose de maïs, peut-être c'est pas du glucose de blé. Donc je ne peux pas dire à 100%, c'est pas du chametz gamour. Il y a des gens qui ne vendent pas ce qui est chametz gamour. Il y a des gens qui sont mahmir de ne pas vendre le vrai chametz. D'accord? Ils vendent ce qui est, ça fait chametz, il y a un doute. Mais si c'est sur chametz, ils ne vendent pas. C'est une khumra. Mais le sirop, on ne peut pas dire que c'est à 100% sûr que c'est chametz. C'est possible que ça n'ait pas. Mais en tout cas, il y a disons, je vais dire 90% de chances, peut-être, je ne sais pas, que c'est chametz. Donc ça, on doit vendre, ça, on ne doit pas garder. Tout ce qui est sirop, ou bien les poudres
qui sont sucrés. Hein, des médicaments sous forme de poudre, vous mettez la poudre dans de l'eau, vous la diluez et vous buvez. Si la poudre elle a un bon goût, là aussi, il faut le vendre, à moins que c'est vraiment sur une liste. Sinon, il faut le vendre. Maintenant, vous avez des médicaments comme des comprimés qui n'ont aucun goût, comme des gélules. Donc, des médicaments qui n'ont pas de goût du tout. Je ne parle pas des médicaments qui ne sont même pas consommables. Je ne parle pas de suppositoires, de gouttes dans le nez, de gouttes dans les oreilles. Ça ne s'appelle pas du tout du consommable. Ça ne rentre même pas dans le problème du Hametz parce que ça ne se consomme pas. Ce n'est pas fait pour être mangé. C'est fait pour être mis dans les oreilles, dans le nez, etc. Ça, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des crèmes, tout ça. Ça pose aucun problème. De les prendre à Pessah, tout ce qui est gouttes dans le nez, gouttes dans les oreilles, les crèmes, etc. Tout ça, ça pose aucun problème. Maintenant, même pour ce qui est comprimé, qu'on consomme, gélules, hein, qu'on consomme, mais qui n'ont aucun goût. D'accord? Ça, il n'y a pas besoin de vendre. Ça, il n'y a pas besoin de vendre du tout. On peut le garder dans l'armoire à pharmacie. On n'a pas besoin de le vendre. Si vraiment on a besoin à Pessah et qu'on n'a pas d'autres sur la liste équivalent, et que c'est un comprimé qui n'a pas de goût du tout, hein, ou qui a un goût amer, ou une gélule qui n'a pas de goût du tout, il n'y a pas de problème de le prendre à Pessah en cas de nécessité et qu'on ne trouve pas de médicaments équivalents. Donc, il ne faut pas les vendre, on les garde et et s'il y a besoin, si vraiment on ne trouve pas d'autres médicaments dans la liste et qu'on a vraiment quelque chose de, hein, qui nécessite, je ne parle pas de confort, choses comme ça, quelque chose qui nécessite, ça, bien sûr qu'il n'y a pas de problème de prendre à Pessah, de consommer à Pessah. Donc, je répète, tout ce qui est sirop ou poudre sucrée à diluer, tout ça, c'est à proscrire complètement, ça, c'est à vendre et ne pas garder l'armoire à pharmacie. Tout ce qui est vendu, on doit le mettre de côté, on doit le couvrir pour ne pas l'atteindre. Donc, tout ça, c'est à proscrire complètement et ne pas consommer à Pessah si ce n'est pas sur une liste de Pessah. Du tout, il faut prendre ça en kosher de Pessah. En Israël, c'est beaucoup plus simple de trouver kosher de Pessah qu'en Koutslaretz. Ici, vous trouverez assez facilement. Nous, on a un peu plus de problèmes. Ensuite, pour ce qui est médicaments qui ne sont pas, qui sont même pas consommés, comme on a dit, les crèmes, les suppositoires, les gouttes dans le nez, gouttes dans les oreilles, etc., ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas du Hametz. Ça, on peut garder, ça, on peut utiliser à Pessah. Pour ce qui est de ce qui est consommable, mais qui n'a pas de goût, comme le comprimé, la gélule, etc., ça, on n'a pas besoin de les vendre. Si on trouve un médicament parallèle dans les listes de Pessah, il faut prendre en Pessah. Si on ne trouve pas parallèle et qu'on a vraiment besoin, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction de prendre. Ça, ce sont des règles générales que je vous donne. Après, il y a des gens qui ont des questions particulières, des points particuliers, des gens qui ont des affections, chas v'shalom, très. Des gens qui ne prennent pas leurs médicaments, c'est sakana, hein, sakana tefashot. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est d'autres questions qui sont demandées à un rab, etc. Je parle de généralité. Et après, des points particuliers, il faut demander à son rab, surtout pour des cas où ça pourrait être dangereux. Il faut surtout ne pas décider soi-même, mais demander à un rab qui sera en relation avec le médecin, etc., ou qui pourra lui-même donner la réponse en fonction de la chose. Pour ce qui est de la cachérisation des ustensiles, donc moi je dis toujours aux gens qu'il faut avoir une batterie de Pessah. Et pas besoin tous les ans d'aller faire un gala, des couverts, etc., marmites et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué et on achète une fois. Bon, la vaisselle aujourd'hui, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans la vie. On achète une fois une batterie pour Pessah et voilà, on a plus ces problèmes. Pour les femmes, ça leur enlève un tracas et pour les maris aussi et pour tout le monde. Et puis c'est plus facile. Donc
Il n'y a pas de raison de ne pas avoir une batterie. Les gens, ils viennent avec toutes leurs casseroles et leurs marmites et leurs machins, ils viennent à la gala. Je ne sais pas s'il y a ici un gala communautaire avec une énorme marmite et ils viennent et chacun vient avec son truc. Il n'y a pas besoin de tout ça. On achète pour payer ça. Ou comment. Une fois on paye et puis c'est bon, c'est pour la vie. Oui, j'écoute. Les verres. Ok, je vais en arriver. Je vais en arriver, les verres. Ok, je vais en arriver aux verres. Avec plaisir. Donc, encore une fois, acheter une batterie de Pessar et on est tranquille. Alors, maintenant, il y a des choses qu'on on ne peut pas changer de cuisinière pour Pessar, on ne peut pas changer de plan de travail, on ne peut pas changer le four, etc. Donc là, hein, on est bien obligé de cachériser. Là, à moins d'avoir des gens qui ont 3 étages, ils ont 2 cuisines. Bon, je ne parle pas de, je parle pas de celui qui peut se payer le luxe d'avoir sa cuisine de Pessar, tant mieux pour lui. Mais disons, pour le commun des mortels, pour nous, on veut quand même qu'on cachérise tout ça. Alors, il faut savoir d'abord les grandes règles de la cachérisation. Rappelez les règles générales de la cachérisation. Il y a 2 formes de cachérisation, vous savez, Agala et Liboun. Agala et Liboun. Deux sortes de cachérisation. Parce que nos Chachamim disent que Boloro ou Karpolto. Un ustensile qui a absorbé du Hametz ou de l'interdit, hein, il va le ressortir de la même manière qu'il l'a absorbé, que Bolro, comme il l'a absorbé, car Polto. Ainsi, il va le ressortir. D'accord? Donc, si c'est un ustensile qui a absorbé du Hametz avec du jus, d'accord? Pas à sec, mais avec du liquide, alors il faut le faire régurgiter avec du liquide, c'est-à-dire avec de l'eau bouillante. Ce qu'on appelle Hagala. Si c'est un ustensile qui a absorbé du Hametz à sec, sans liquide, par exemple, dans un four à sec, hein, des moules, etc., où on a mis du Hametz, des gâteaux, etc. Donc, ils ont absorbé du Hametz à sec. Ceux-là, ils vont faire ressortir le Hametz à sec également, c'est-à-dire avec l'iboun. L'iboun, c'est utiliser le feu, la flamme. Utiliser la flamme, un chalumeau, pour faire ressortir, ou brûler plutôt, c'est même pas ressortir, c'est brûler le Hametz qui se trouve à l'intérieur des parois. Et le four, il n'y a pas de feu. Oui, mais c'est à sec. C'est à sec. C'est à sec. Alors, même si c'est électrique, c'est à sec. Et même si c'est électrique, ça s'appelle une source de chaleur. Tout ce qui chauffe, qui devient rouge, comme une résistance, ça s'appelle comme du feu. C'est vrai, c'est une bonne question. Ce n'est pas du feu vraiment, mais ça s'appelle comme du feu. À partir du moment où c'est une résistance qui chauffe à rouge, ça s'appelle comme du feu. Effectivement. La question est bonne. Oui, on va parler de tout ça. Alors, attendez. Alors, pour ce qui est, on va parler d'Agala d'abord. Il faut attendre 24 heures, toujours. Vous attendez 24 heures. On n'a pas le droit d'avoir utilisé l'ustensile dans les 24 heures qui précèdent à chaud. S'il a été utilisé à froid, c'est pas grave. Mais il n'a pas le droit d'avoir été utilisé à chaud. Donc, 24 heures avant que vous fassiez la cachérisation de votre cuisine, il ne faut pas l'utiliser à chaud du tout. En tout cas, tout ce qui va être cachérisé avec Agala, on n'a pas le droit de faire à chaud. Ensuite, tout n'est pas cachérisable. Ne sont cachérisables que le métal, le bois, le plastique dur. Hein, je ne parle pas du plastique. Je parle du plastique dur. Le plastique dur, comme tout ce qui est résine de synthèse, etc., tous les gens qui ont comme ça vous avez des plans de travail qui sont c'est du plastique en réalité. Vous appelez ça résine de synthèse, ou je ne sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui. Tout ça, c'est du plastique. C'est un plastique. Donc le plastique, c'est cachérisable. Le bois, c'est cachérisable aussi, mais il faut bien le nettoyer. Ça veut dire, des fois, il y a des choses incrustées, donc il faut le passer avec. Si le mieux, c'est de le passer des fois avec du papier de verre ou quelque chose, il faut bien nettoyer, il faut que ce soit bien propre. Pour pouvoir cachériser, il faut que ce soit propre à 100%, 100%, 100%, 100%. Si ce n'est pas complètement propre, s'il y a des saletés qui restent, je ne peux pas cachériser. Ce que j'appelle saleté, il faut que quand vous passez avec la main comme ça, vous sentez quelque chose. Si vous avez, par exemple,
ça a pris de la couleur. Hein. Vous avez des fois le fond des casseroles a pris de la couleur. Hein. À force, c'est devenu marron. Mais quand vous passez le doigt, c'est lisse. Il n'y a rien. C'est juste une couleur, mais c'est pas. Il n'y a pas de substance. D'accord? Il n'y a rien. C'est juste une couleur. Ça, c'est pas un problème. Mais si, quand vous passez, vous sentez qu'il y a quelque chose, ça veut dire que c'est ce qu'on a. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, cet endroit-là, on ne peut pas cacher. Ça, cet endroit, il faut le passer avec un chalumeau jusqu'à ce qu'on brûle tout ça. Donc, ça, c'est pour la cachérisation. Donc, j'ai parlé du métal, j'ai parlé du bois, j'ai parlé du plastique. Par contre, on ne peut pas cachériser l'émail, on ne peut pas cachériser tout ce qui est à base de terre, c'est-à-dire faïence. Non, acropole, c'est comme le verre. Faïence, faïence, donc grès, argile, porcelaine, tout ça, on ne peut pas cachériser. Ça, c'est incachérisable du tout. Donc, par exemple, les gens qui ont le marbre, c'est de la pierre. La pierre, ça se cachérise. La pierre peut se cachériser. Le marbre peut être cachérisé. La pierre, ce qui est pas, c'est tout ce qui est argile, etc., faïence, émail. Les plans de travail en chaïch, ils sont cachérisables. Vous pouvez les cachériser, c'est de la pierre. La pierre, ça se cachérise. Les plans de travail en pierre se cachérisent. Alors, par exemple, les gens qui ont les vieux éviers, qui sont encore comment ça s'appelle, en émail ou bien comment ça s'appelle ça, en faïence. Il y a les vieux éviers en faïence. Ceux-là, ils ne sont pas vraiment cachérisables parce que c'est une matière qui ne se cachérise pas. Bon, aujourd'hui, on n'a plus tellement, c'est vraiment dans les vieilles cuisines. Aujourd'hui, la plupart des éviers, normalement, ils sont en métal, ils sont en inox, donc il n'y a pas de problème, ça se cachérise. Mais les gens qui ont encore des vieilles cuisines, donc ces éviers-là, ne se cachérisent pas. On verse quand même de l'eau bouillante dessus, mais après, il faut quand même couvrir et mettre une bassine et couvrir un papier d'alu. L'inox, c'est comme si, l'inox, ça se cachérise. L'inox, c'est du métal. C'est du métal inoxydable. Donc, ça se cachérise. Tout ce qui est métal se cachérise. Alors, la cachérisation, elle se fait avec de l'eau bouillante. Il faut prendre une bouilloire d'eau bouillante. On fait bouillir et ensuite on verse. Faire attention, il y en a qui versent ici et puis après ils attendent que l'eau elle passe un peu partout. Non, il faut verser partout. Vous faites comme ça, ensuite vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut verser partout. Il faut verser partout, surtout vraiment. Il faut que le jet il aille sur toutes les parties. On commence par le haut et on termine par le bas. Vous commencez par cachériser le haut et vous descendez au fur et à mesure. D'accord? Oui, on prend en général une bouilloire de Pessah, oui. Comment? Mais si on a pris une bouilloire de l'année, normalement on prend une cachère de Pessah. Si on a pris une bouilloire de l'année qui avait déjà attendu 24 heures, on est yotse aussi. Mais c'est mieux de prendre quand même de Pessah. Prenez la bouilloire de Pessah. Alors, donc, je répète donc qu'on commence par le haut et on descend vers le bas. Donc, c'est-à-dire quand vous faites votre évier, vous faites d'abord le dessus, donc là où vous faites là où vous mettez là où vous mettez là où vous mettez les assiettes, etc. Et ensuite, vous descendez vers le bas pour arriver jusqu'au évier. Il faut dévisser la grille qui est en bas de l'évier, parce que tout ce qui est dévissable, tout ça, ça doit être cachérisé à part. Donc, vous dévissez et vous cachérisez aussi l'endroit de. Alors, pour les éviers, on verse de l'eau chaude. Pour les plans de travail, pour les sfaradim, on verse également de l'eau chaude. On verse également de l'eau chaude dessus, ça suffit. Pour les. Comment? Après l'eau chaude, on rince à l'eau froide. Mais d'accord. Après toujours l'eau chaude, on rince à l'eau froide. Après avoir versé l'eau chaude, vous rincez à l'eau froide. Mais pour les plans de travail aussi, on doit verser de l'eau bouillante. D'accord? Aussi. Les Ashkenazim sont mahmir que il ne suffit pas d'eau bouillante, mais il faut prendre une pierre chaude qui a été rougie et verser dessus pour que ce soit vraiment
encore bouillant, bien bouillant quand ça tombe sur le plan de travail. Parce que sur le plan de travail, on met des fois des casseroles. On pose des fois des casseroles. Si on pose des fois des casseroles qui viennent de sortir du feu, donc c'est une chaleur très, 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 très forte, c'est pourquoi les Ashkenazim sont marmires. Alors, tout le monde n'a pas cette pierre rougie. C'est pourquoi, pour les Ashkenazim, on doit recouvrir le plan de travail, même après avoir versé avec l'eau bouillante. Pour les Sfaradim, si on a versé à l'eau bouillante, ça suffit, on n'a plus besoin de recouvrir le plan de travail. Pour les Ashkenazim, on doit quand même recouvrir, même après avoir versé. Alors, c'est pareil, par exemple, tout ce qui est carrelage, donc c'est de la terre en vérité. Ça ne se cachérise pas. Donc, si au-dessus de votre plan de travail, vous avez du carrelage, n'est-ce pas? Et donc, vous n'avez plus une fois touché, etc. Donc, il vaut mieux couvrir ces endroits avec du papier d'alu ou quelque chose, parce que ça ne se cachérise pas. Tout ce qui est, si c'est du marbre, vous avez tout en marbre, ça se cachérise. Mais si c'est du carrelage, en général, j'imagine, la plupart des cuisines, sur les côtés, les parois, c'est du carrelage. Le carrelage ne se cachérise pas, donc on le couvre. Si on est sûr d'avoir bien couvert, que ça ne va pas s'ouvrir pendant Pessah, on n'aurait pas besoin vraiment si on vraiment, et on couvre avec quelque chose de très épais, comme vous avez des fois, comment ça s'appelle, là, du boulgoum, des choses vraiment bien, très, très, très épais, et que tout est bien couvert, et qu'on est sûr que ça ne va pas se découvrir pendant Pessah, ça suffirait en vérité. Mais bon, comme souvent, ça bouge, etc., c'est pour ça qu'on le fait. Mais en vérité, vous avez raison. Si on couvre entièrement, si je couvre avec quelque chose de bien épais, et que ça ne va pas se... si vous mettez du papier d'alu, il faut mettre du papier d'alu spécial. Si c'est le très épais, oui. Si c'est du très épais, oui, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour le... Donc... Contre la crédence en pierre, moi j'ai un... La quoi les carreaux qu'on a au-dessus. Oui. Mais c'est de la pierre ou c'est du carrelage? Oui, c'est mieux de couvrir. Mettre du papier d'alu autour pour ne pas, parce que ça ne se cachérise pas. Alors, ensuite, vous avez... Non, mais s'il y a des questions, avec plaisir. Avec plaisir. C'est fait pour ça. C'est pour un échange, parce que c'est pour justement que les gens puissent poser des questions en fonction de ce qu'ils ont. Avec grand plaisir. Ne vous souciez pas de poser des questions. Après, il y a la cuisinière. Alors, il y a des cuisinières, il y en a plusieurs. Il y a gaz, il y a électrique, il y a induction, il y a vitrocéramique. Alors, la cuisinière à gaz, simple. Vous avez trois parties. Vous avez le brûleur. Vous avez la grille où on pose les espèces de... La grille où on pose les casseroles. Et vous avez le plateau. Le brûleur, c'est du métal. Oui, c'est du métal. Il suffit de le faire chauffer pendant une demi-heure. Vous le faites chauffer. Vous avez ensuite les barres, la grille sur lesquelles vous posez. Ça, soit on a un chalumeau et on passe dessus avec le chalumeau. Sinon, il faut couvrir. Vous couvrez avec deux papiers d'alu et c'est voilà. Parce que souvent, c'est de l'émail en réalité. Hein. Même si vous versez de l'eau chaude, pas toujours. Des fois, c'est de l'émail et des fois, c'est du métal. Ça peut être du métal, hein, ça peut être de la fonte. Ça peut être de l'émail, ça peut être de la fonte. Si c'est de l'émail, il ne suffit pas de verser de l'eau dessus, de l'eau bouillante, il faut couvrir. Si c'est de la fonte, si on a laissé sur... Si c'est de la fonte, vous laissez sur le brûleur quand il brûle, comme ça cachérise en même temps, et sur les côtés, vous versez de l'eau bouillante dessus. Voilà, donc ça suffirait pour si c'est de la fonte. Si c'est de l'émail, ça ne suffit pas parce que l'émail ne se cachérise pas. Donc, il faudra quand même couvrir avec du papier d'alu. Vous mettez 2 couches de papier d'alu ou bien le papier d'alu très, très, très épais, là, qu'on voit en Israël, là, et vous le couvrez, après, c'est bon. Et donc, pour le plateau, c'est de l'émail. Le plateau, en général, c'est de l'émail. Ah, c'est du verre. Même pour alors, si c'est du verre, c'est autre chose. Si c'est de l'émail, quand c'est blanc comme ça, c'est de l'émail. Alors, l'émail, ça ne se cachérise pas.
Donc c'est pareil, il faudrait couvrir avec du papier d'alu. Si c'est du verre, le verre, pour les Sfaradim, il n'y a pas besoin de cachérisation. Le verre ne doit pas être cachérisé. Pour les Ashkenazim, ce n'est pas vraiment cachérisable. Mais pour les Sfaradim, le verre ne demande pas de cachérisation. Donc, à ce moment-là, il faut vous verser une fois de l'eau bouillante dessus, ça suffit. Pour les Ashkenazim, même si on a versé de l'eau bouillante dessus, c'est préférable de couvrir avec du papier d'alu, parce qu'en réalité, pour les Ashkenazim, le verre ne se cachérise pas. Donc, il faudrait couvrir. Pour les Sfaradim, le verre, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus. Ça, c'est pour la cuisinière à gaz. Après, il y a la cuisinière électrique. Voilà, les anciennes, hein, avec le plateau en dessous. À ce moment-là, c'est pareil. La plaque électrique, où vous posez votre casserole, vous laissez une demi-heure brûler à maximum. Ensuite, là, il n'y a pas de grille. On pose directement. Et donc, pour les plateaux, c'est pareil. Si c'est de l'émail, à ce moment-là, il faudra couvrir avec du papier d'alu. Si ce n'est pas de l'émail, si c'est du métal, ou bien pour les Sfaradim, si c'est du verre, à ce moment-là, après avoir versé de l'eau bouillante, ça suffira. Et on n'aura pas besoin de couvrir. Pour les Ashkenazim, il faudra quand même couvrir. Après, vous avez vitrocéramique. Vitrocéramique, c'est du verre. Vitrocéramique, c'est du verre. Vitrocéramique, pour les Sfaradim, la cachérisation est très simple parce qu'en vérité, le verre n'a pas vraiment besoin de cachérisation. Il suffit de verser de l'eau bouillante dessus ou verser une fois de l'eau bouillante dessus, c'est tout. Oui, vous allumez une demi-heure et pour les Ashkenazim, c'est vrai que le verre ne se cachérise pas. On ne recommande pas l'utilisation du vitrocéramique à Pessah. Mais si quelqu'un n'a pas d'autre, si quelqu'un n'a qu'une cuisinière en vitrocéramique, bon, à ce moment-là, faire ce que, comme vous dites, allumer à chaud pendant une demi-heure quand c'est rouge, et ensuite verser de l'eau bouillante dessus. Pareil pour l'induction. Après, d'abord vous mettez à chaud, à rouge pendant une demi-heure, et ensuite vous versez de l'eau bouillante dessus. Oui, avec plaisir. Dans toutes les grandes surfaces, on vend des plaques comme ça qui sont très bien, qu'on peut poser sur nos. Ah oui, sur la vitraux. C'est carrément des plaques indépendantes. Voilà. C'est pas cher. Et en Israël, on règle le problème. Surtout pour les Ashkenazim, parce que pour les Ashkenazim, le verre ne se cachérise pas. Donc, c'est vraiment très recommandé. Le Sfaradim, c'est moins problématique. Mais pour les Ashkenazim. Si on peut utiliser ça, s'il y a une possibilité de poser une plaque par-dessus, c'est le mieux. Pareil pour l'induction aussi. C'est la même chose, c'est du verre en vérité. C'est le même procédé de cachérisation. Tout ce qui est à froid, comme le frigidaire, congélateur, tout ça, il n'y a pas besoin de cachérisation. Il suffit de bien nettoyer. Il y a des gens qui couvrent avec du papier d'alu après avoir nettoyé. C'est une ronde. C'est une ronde. C'est pas obligatoire. C'est pas donc c'est pas une obligation. Après on a le four. Alors le four, vous avez le four électrique à pyrolyse. On va dire celui-là c'est le plus simple. Le four électrique à pyrolyse, la pyrolyse est considérée comme une cachérisation. Alors pour les Ashkenazim, comme la plaque à l'avant qui est en verre, qui ne se cachérise pas, c'est préférable à couvrir avec du papier d'alu quand même. Pour les Sfaradim, puisque le verre ne pose pas de problème, on a pyrolysé, on a cachérisé, ça pose aucun problème. Maintenant, la pyrolyse cachérise le four. C'est préférable quand même, si possible, de ne pas poser directement sur les plaques de l'année, même si on a pyrolysé. C'est-à-dire vous mettez les plaques dans le four au moment de la pyrolyse, mais malgré tout, il est préférable de mettre du papier d'alu à ça et de ne pas poser directement sur les plaques, même pour les Sfaradim. Même après la pyrolyse, c'est préférable de mettre du papier d'alu par-dessus sur les plaques. Oui, alors vous l'avez pyrolysé, vous les mettez dedans. Mais par contre, ne pas poser directement les plats dessus, mais mettre
mettre un papier d'alu ou quelque Pourtant, chose. c'est du métal. Hein? Pourtant, c'est du métal. Et donc? Et on dit que le métal est caché dedans. Oui, ben alors, est-ce que la pyrolyse est suffisante, et c'est une chaleur suffisamment forte pour les plaques où on pose directement disons le plat, enfin le plat, où on pose directement l'aliment? Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis, pas une obligation, mais c'est mieux, même après la pyrolyse, de couvrir avec, pas les côtés du four, que les plaques sur lesquelles vous posez directement. Si vous posez pas directement, vous mettez sur un plat et après vous mettez sur la plaque, c'est pas un problème. Mais si vous mettez directement sur la plaque, mettez du papier d'alu par-dessus. Alors, il est vrai que les grilles du four ont pris du sec, donc ils doivent ressortir par le sec. Oui, alors la pyrolyse, c'est le sec. Maintenant, si je prends ces grilles du four, je les sors du four et je les passe à l'eau bouillante. Non, non, c'est pas bon. Parce que comme ça, c'est à sec, ça doit être soit au chalumeau, soit à la pyrolyse. Après, vous avez les fours qui ne sont pas pyrolysables. Ceux-là, hein, alors il faudrait passer au chalumeau. Ceux-là, hein, il faudrait les passer au chalumeau. Donc, les mettre, bien les nettoyer, les mettre à passer une fois à 100% au maximum, et ensuite les passer au chalumeau. Ceux-là, il faut absolument les passer au chalumeau. Sinon, ce n'est pas suffisant. La catalyse, c'est pas suffisamment, c'est 200, 250. Hein, la pyrolyse, c'est 700, 800, c'est beaucoup plus fort. Donc, ceux-là qui ne sont pas pyrolysables, ceux-là, il faut les passer au chalumeau. Je pense que j'ai passé en revue les fours. À moins qu'il y en ait. Hein? Ah oui, non, je parle des fours. J'ai passé en revue. Je vous ai passé, micro-ondes. Non, je parle des fours. Bon, ok. Le micro-ondes, il y a une discussion là-dessus. Il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment cachérisable, d'autres disent que vous pouvez cachériser. Donc, moi, je dis que ceux qui ont vraiment, qui n'ont pas besoin vraiment de micro-ondes à Pessah, ceux qui n'ont pas vraiment besoin, on peut se passer une semaine de micro-ondes. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin, par exemple, pour qui ont des petits bébés, ils doivent leur donner des biberons, ils doivent chauffer les biberons, etc. Et le micro-ondes est quelque chose de, pour eux, c'est quelque chose de vraiment, il y en a qui ont besoin vraiment que c'est vraiment nécessaire. Si c'est vraiment, vraiment nécessaire, il faut bien nettoyer le micro-ondes à 100%, faire bien attention parce qu'il y a toujours des endroits où c'est pas bien. Il faut bien nettoyer. Là, le plateau en verre, pour les Sfaradim, bon, c'est pas un problème. Pour les Ashkenazim, c'est aussi, encore une fois, si on a vraiment besoin de jamais poser directement sur le plateau, poser sur un plat que vous allez poser sur le plateau et prendre un bol d'eau dans lequel vous mettez de la javel ou je ne sais pas, un produit très fort, et vous laissez bouillir jusqu'à ce que ça se remplisse de vapeur, que ce soit vraiment plein de vapeur. Et on peut considérer ça comme une cachérisation pour les gens qui ont besoin du micro-ondes. Celui qui peut se passer du micro-ondes, une semaine sans micro-ondes, on n'en meurra pas. Voilà. Donc, alors pour le lave-vaisselle aussi, le lave-vaisselle, encore une fois, celui qui peut se passer du lave-vaisselle pendant Pessah, de toute façon, Yom Tov, on ne l'utilise pas, c'est pour la moette, quoi. Donc, si on peut se passer, mais si on doit vraiment l'utiliser, faire très attention, bien nettoyer tout. Il y a le filtre, il y a tous les paniers, etc. Il faut tout nettoyer. C'est en plastique maintenant. Oui, mais il faut le nettoyer quand même. Oui, Il se démonte. Il faut tout nettoyer. Après, il faut laisser 24 heures sans l'utilisation. Et ensuite, il faut mettre le produit, là, le sel. Il faut mettre le sel et il faut le passer à vide. Vous le passez à vide avec tout le process. Un maximum à vide, on peut considérer que c'est une cachérisation. Hein? Mais le plastique se cachérise. Le plastique dur se cachérise. Plastique dur, c'est du plastique dur, c'est pas du plastique. Le plastique dur se cachérise. Donc, il n'y a pas de. Si pour ceux qui ont besoin de la vaisselle, on peut utiliser comme ça. Ensuite, nous avons. J'ai passé toi en revue toute la batterie de la cuisine. Maintenant, le mode de cuisson, pour se poser une petite question. Est-ce que je peux, par exemple, couper à l'aiguille
avant tout ça. Donc, avec un matériel qui est Hametz, je coupe un légume, épluché, coupé, je le mets au congélateur et je l'utilise après ça. Si c'est un. Attention, il y a des légumes qui sont très forts. Si c'est un oignon, si c'est de l'ail, si c'est des légumes qui sont très, très forts, tarif, cela non. Maintenant, si c'est des carottes, etc., mais il faudrait avoir vraiment bien fait très, très, très attention. Utiliser un matériel qui est tout propre, entièrement propre. C'est pourquoi. Comment? Avant Pessah. Je le coupe Avant Pessah. Nous, on fait beaucoup les légumes. Alors, des fois, c'est des choses coupées. Non, mais tu parles un peu de carottes, un cube de navets, un cube de et je l'utilise après ça. Ah, pour Pessah ou après? Alors, encore une fois, c'est préférable de ne pas le faire parce que, bon, ça peut toujours avoir des petits. C'est préférable de ne pas le faire. Comment? Voilà, vous pouvez faire avec un couteau de Pessah vous le faites avec un couteau de Pessah et une casserole et un truc de Pessah et de faire ça avec les ustensiles de Pessah. Et si c'est rarif, bien sûr, surtout pas l'utiliser avec des choses de la vie. Il y a encore d'autres questions? Alors, j'ai tout passé en revue. Alors, je vais quand même parler de la plata. C'est vrai, je n'ai pas parlé de la plata. La plata, si vous avez une plata de Pessah, c'est encore mieux. Si vous avez une plata de Pessah, c'est le mieux. Si quelqu'un n'a pas de plata de Pessah, il faut bien le nettoyer. Mais la plata, souvent, il y a des endroits qui sont difficiles à nettoyer. C'est pas évident de nettoyer, mais il faut bien nettoyer. Après, vous la laissez chauffer pendant 2 heures. Ouais. Et après, vous la couvrez avec du papier d'alu. Avec une bonne couche de papier d'alu. Mais avec un papier d'alu fort et vous la couvrez entièrement. OK. Si quelqu'un a une plata de Pessah, c'est mieux, il n'a pas besoin de tous ces tracas. Mais si vous n'avez pas possibilité comme ça. Mais il faut de la place, monsieur. C'est bien, c'est bien. Je sais bien. C'est juste. Les femmes, elles regardent toujours l'esprit pratique. Dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Vous avez raison. Voilà. Mais en Israël aussi, il y a des boïdem par-dessus. Vous avez aussi. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions encore que vous voulez poser? Le koum-koum, il faut le changer. Il faut le changer. Parce que le koum-koum, il est rempli sinon, il faudrait arriver à bien nettoyer tout ce qui est. Si vous arrivez à le nettoyer comme il faut, à ce moment-là, si vous voulez le cacher, donc le mieux c'est d'en avoir un Pessah. Si vous voulez garder celui de l'année, parce que vous n'avez pas de Pessah, vous mettez l'eau à bouillir, d'accord, et jusqu'en haut. Et vous devez tremper aussi le couvercle. Il faut aussi le tremper dans l'eau. Et après, vous devez ouvrir comment? Ah, mais après, il peut toujours avoir une petite odeur. Vous devez le cachériser. Il faut le cachériser parce qu'il utilise toute l'année. Il peut y avoir des chalotes qui ont touché par dehors, par dedans. Toute l'année, on ne fait pas attention. Personne ne fait attention pendant l'année que ce ne soit pas en. C'est vrai qu'on met que de l'eau, mais personne ne peut faire attention que ce ne soit pas en relation avec quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi il faut le cachériser. Il faut enlever tout le calcaire. Après, il faut le faire bouillir jusqu'en haut. Et ensuite, comment ça s'appelle le couvercle aussi, il faut le tremper dedans. Vous pouvez le tremper par partie, vous n'êtes pas obligé de le tremper entièrement. Vous pouvez tremper une partie, ensuite une deuxième partie, une troisième partie. Et ensuite, il faut ouvrir le robinet et faire passer par le robinet. L'eau bouillante, faire passer par le robinet. Ça, c'est pour, voilà. Si vous voulez, mais si vous voulez absolument. Aussi que pendant l'année, ne pas mettre du pain par-dessus. Oui, mais pendant l'année, on met du pain par-dessus. C'est pour ça que si vous mettez, c'est pour ça que vous devez prendre votre couvercle et vous le cachériser aussi. Oui. On a parlé qu'on a ici en Israël particulièrement pour avoir de l'eau fraîche qui est le bar. Le mini-bar. Ouais. Comment on fait ici pour l'eau chaude, par exemple?
Mais là, on fait rien, un peu de l'eau. Et là, il ne touche pas à rien. Non. Il n'y a pas du tout il y a rien qui touche à tout ça. Il y a des tasses qu'on prend de la Sramette, Oui. en dessous, et donc l'eau chaude Oui. va sous des tasses. Oui. Qui évaporent. Je sais pas comment- Oui. comment Ça, il faudrait à ce moment-là verser de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui rentre. Il y a- ah non, tout est hermétique, on n'a Tout pas est le droit. hermétique. C'est comme Il avec faudrait les- juste de l'eau bouillante sur ce qui est externe. sur les robinets. Sur ce qui est externe. Oui. Oui. La cafetière Nespresso. Les petites capsules comme ça. Oui. C'est caché. Oui. Elle est question de ça, tous ces trucs, vous mettez. Hein? Non, elle Elle est est pour de toute toute l'année. l'année. Je peux l'utiliser avec ça. À ce moment-là, il faut. Oui, mais non, c'est pas que de l'eau, c'est mélangé avec du café. Mais le café, il n'y a pas de hashgara. Qui n'y a pas d'ashgacha. Mais pour Pessah, il y a un ashgacha. Il y a une ashgacha dans le café pour ça. Il faut le faire passer une fois à vide. Parce qu'en France, je me suis d'ailleurs très étonnée. Il faut laisser 24 heures et le faire passer une J'ai fois à trouvé vide. le même café, le même, un cachère, et à l'épaisseur. Mais je comprends parce qu'en France, on citait les rabbinim. On achète gagné le café Avec café. le café, le sel, le sucre, mais pour moi ça, après de rentrer plus dans les magasins de café. Mais sans Le café, on peut prendre certains. Ça, c'est ce qu'on L'escafé, on peut faisait prendre en certains, avec certains numéros. Oui. France. Ceux qui sont fabriqués en France, ils ne posent pas de problème. Nescafé. Ah, ici, ça peut être Je ne sais pas, en Israël, je ne sais pas. Il vaut mieux prendre avec cachère de Pessah. Ici, tout se vend cachère de Pessah. Ici, vous ne trouvez pas. Ici, il n'y a pas de souci. Il y avait encore d'autres questions? Oui. Il faut le faire passer à vide. Après 24 heures de... Ouais. Il faut le faire passer à vide. Il faut le faire passer à vide. Il faut le faire passer à vide. Vous faites passer à vide et pour que ça boue à l'intérieur. Oui. Chacun entend autre chose sur les déodorants, les parfums, les Alors, il y a une marloquette, il y a une discussion là-dessus. Il y en a qui disent... Non, parce que là... Non, c'est vrai. Il y en a qui disent qu'à partir du moment où ce qu'on passe sur le corps, je ne parle pas des crèmes, je parle pas des crèmes médicales, les crèmes pour maquillage, etc., cosmétiques. Les crèmes cosmétiques qu'on met sur le corps, donc on passe comme ça sur le corps, il y en a qui disent que c'est marqué dans le Gemara que Sira Kishtia. Si je passe une huile sur le corps, c'est considéré comme si je bois. Ça s'appelle aussi boire. C'est une manière de... Alors, donc c'est pourquoi certains interdisent certaines formes de cosmétiques. Alors, encore une fois, ou les savons, certains savons qui sont alcoolisés, ou certains cosmétiques qui sont alcoolisés avec de l'alcool. Et l'alcool, le plus souvent, c'est de l'alcool de blé. Donc, certains, encore une fois, c'est... Mais moi, je n'interdis pas, je ramène qu'il y a une marloquette et qu'il y en a qui permettent complètement. Il y en a qui disent que ça, c'est pas du tout consommable du tout et qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut prendre toutes les formes de cosmétiques. Maintenant, de nos jours, où il y a des listes et on peut trouver des cosmétiques cachers de Pessah facilement, si on peut être marmire et ne pas prendre n'importe quel cosmétique, c'est préférable. Mais encore une fois, je n'interdis pas. Je n'interdis pas parce qu'il y a une discussion là-dessus. Il y en a qui disent que l'ensemble des cosmétiques est permis. D'autres disent de faire attention, de prendre que ce qui est sur les listes. Je dis encore une fois, si c'est faisable, que la personne il peut prendre ce qui est sur les listes, c'est préférable. T'avo à la bracha. Et celui qui prend cosmétique en dehors de ça, il n'y a pas d'interdit. Hein, c'est pas interdit. C'est pas assourd. C'est pas assourd. C'est pas... il n'y a pas d'interdit. Ce n'est pas quelque chose de consommable. Il n'y a pas d'interdit. Si on peut prendre ce qui est sur les... Qui prend comme ça, il ne commet pas un interdit. Voilà. Voilà le miniba. C'est ce qu'elle a parlé, madame. Oui. Oui, ok. Il faut bien nettoyer et passer de l'eau bouillante. Il faut bien nettoyer et passer de l'eau bouillante sur tout ce qui est externe. Parce qu'interne, vous ne touchez pas à l'intérieur.
Voilà. Ce qui est externe, ça, il faut verser l'eau bouillante. Vous passez de l'eau chaude de l'intérieur et à l'extérieur aussi. C'est tout. Mais ce qui est dans la machine, de toute façon, on n'a pas accès. Et on n'a pas accès, donc celle-là, il n'y a pas besoin de. Celle-là, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, Pessah Kasher de Sameach. À vous toutes. Zrat Hashem. Pour toute la famille. Pour toutes les familles. Alors, je ne sais pas comment on éteint. Dans une